Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Daudraye, donc une première émission du mois de juillet. On espère que vous allez avoir une belle période de vacances et beaucoup de chaleur comme on a eu dans les derniers jours. Différents sujets, on vous parle d'une entrevue avec le nouveau directeur général du centre de services des SAMAR, donc vraiment une entrevue intéressante. Nous sommes fiers de présenter cette entrevue. On a parlé aussi avec Jonathan Beauvais, qui est une personne qui travaille au niveau de la SAAQ, plus précisément au niveau du contrôle routier, qui nous a parlé de quoi faire pour s'assurer d'avoir un déménagement en toute sécurité et aussi avoir une sécurité sur nos routes durant la période estivale. Un petit documentaire, un reportage court qui nous parle du pont Grand-Champ, vraiment un sujet très intéressant. Donc, l'histoire du pont Grand-Champ expliquée par des personnes passionnées. On était à la Chapelle, donc la présentation de deux des exposants qui sont ici pour le mois de juillet et on parle aussi des spectacles au Cénacle qui ont débuté le 2 juillet dernier. Une entrevue aussi avec Renaud Loranger qui nous présente les activités qui se passent au Festival de la Naudière, un festival très important pour la région. On espère que vous avez apprécié nos émissions. On vous invite à écouter notre bulletin de nouvelles quotidien qui a lieu à tous les jours, du lundi au vendredi, à compter de 18h. Sur ce, bonne écoute. Je suis en compagnie de M. Stéphane Chaput. Bonjour, M. Chaput. Bonjour. Vous êtes un professeur, donc il faut dire M. Chaput à l'origine, et vous êtes le nouveau ici DG du Centre de services des SAMAR, tout nouveau, comme vous dites, d'ancienneté, 3 jours d'ancienneté, et on a l'honneur de vous avoir en entrevue. Donc, bienvenue dans la région, premièrement. Merci. Je vais vous poser une première question. Vous êtes une personne de Montréal, on regarde un petit peu, vous avez travaillé dans les grands centres Montréal. Quand vous avez passé votre entrevue d'embauche, qu'est-ce qui était votre motivation de dire « j'aimerais ça venir en région, venir dans un peut-être plus petit centre de service ou plus large en termes de territoire ». C'était quoi votre motivation? Premièrement, j'ai toujours été sur la Rive-Nord et dans les Laurentides initialement. J'ai été enseignant 15 ans au centre de service scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Il fallait dire à l'époque commission scolaire. Oui, c'est ça, oui. Des Mille-Îles. Oui. Après ces 15 années où j'ai été directeur adjoint, direction d'établissement, je suis passé au centre de service scolaire qui était la commission scolaire des Laurentides, donc qui est situé à Sainte-Agathe. Oui. J'ai travaillé comme encore directeur adjoint d'école secondaire, directeur d'une école secondaire, pour devenir finalement directeur général adjoint. C'est après 3 ans et demi de travail comme DGA au centre de services scolaires que je me suis dirigé vers Montréal. Montréal était en tutelle, était à la recherche de gens. C'est le gros centre qu'on appelle, qu'il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de choses, malheureusement ou heureusement. Là. À l'époque. À l'époque, c'est ça. Donc, je me suis joint, je suis le premier à m'être rejoint à la nouvelle équipe de direction générale il y a presque maintenant 5 ans à Montréal. Superbe centre de service scolaire avec beaucoup de potentiel. Et puis, j'étais mûr pour un nouveau défi, j'ai toujours souhaité devenir directeur général. C'est un plan de carrière, vous aviez... C'est un plan de carrière, c'était connu dans les gens qui sont près de moi. Donc, voilà. SAMAR, pourquoi SAMAR? Pourquoi la Naudière? Bien, premièrement, je suis propriétaire d'une résidence dans la Naudière. Ouais. J'ai été élevé dans les Laurentides. À 17 ans, je faisais de la moto dans les routes ici. Il y avait beaucoup moins de monde. Oui. Les routes étaient plus belles aussi. Les routes étaient plus belles. C'est un milieu qui me correspond. C'est un milieu qui me ressemble. Je veux dire, j'avais déjà vécu à Montréal. J'avais quitté Montréal. C'est mon retour à mes propres sources d'un point de vue environnement, mais d'un point de vue aussi clientèle, point de vue défi centre de service scolaire aussi. Passer de professeur à aller dans la direction, c'est aussi tout un cheminement, là, parce que vous enseignez, je pense, l'éducation physique, des choses comme ça. Je pose la question. J'ai un bac en éducation physique au départ, mais j'ai enseigné l'éducation physique seulement environ 3 mois. Je suis un enseignant en adaptation scolaire et je travaillais avec des groupes de troubles de comportement graves à l'époque. OK, d'accord. Donc, mais le fait de dire je quitte l'environnement professoral et s'en aller du côté de la direction,
c'est quand même un premier mouvement là, vers la direction générale, mais c'était quoi votre première motivation pour partir de ça? Bien, ma motivation, je suis tout le temps, je suis quelqu'un qui était entrepreneur à la base. Okay. Je me disais, probablement que je peux faire la différence comme directeur adjoint ou éventuellement comme directeur d'établissement par la gestion, par l'organisation des services, par le service à l'élève, en gardant toujours en tête comment on peut aller jusqu'à l'intérieur de la classe pour mieux servir l'élève, maximiser les ressources. Puis c'est dans ce sens-là que je me suis lancé vers la direction adjointe, bien encouragé par une amie de l'époque, et puis par la suite poursuivre les échelons pour devenir directeur d'établissement. Je veux dire, il faut que toute l'énergie d'un centre de service scolaire, il faut que chaque matin, chacun des employés se lève en disant « je vais faire la différence pour la réussite des élèves ». Je suis toujours à la blague, les ressources matérielles n'ont pas le droit d'installer une penture ou une poignée de porte sans se dire « est-ce que ça va rapporter à la réussite des élèves ». Donc c'est vraiment dans cette façon de penser-là que je m'inscris, qui est celle généralement de l'ensemble des centres de services scolaires au Québec. C'est quand même des gros défis, là. Ici, vous parlez des SAMAR, il y a quand même des défis qu'on peut peut-être identifier déjà, justement, beaucoup de demandes de services, c'est vaste comme territoire, là. C'est un énorme territoire. C'est un territoire que je trouve particulièrement beau, mais qui est très, très grand à couvrir. Donc, ça, je vous dirais que c'est un défi en soi. Le défi de la pénurie du personnel est relativement important, surtout au niveau des enseignants, ça c'est certain. Il y a quand même les taux de réussite. Les taux de réussite, ici, il faut s'y attarder. Il faut qu'on arrive, avec tout ce qui s'installe, tout ce qui a été fait dans les dernières années, à les élever, à les amener plus haut, que ce soit en diplomation, en qualification, en formation professionnelle. Donc, il y a effectivement là, des défis de diplomation, de qualification qui sont bien connus, qui sont connus de toute l'équipe et que les gens travaillent déjà depuis quelques années. Vous avez travaillé en adaptation scolaire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau du centre de service pour offrir des services. Là, je prends un exemple au demeure à Berthier. Il y a quand même eu plus d'ouverture de classe. Il y a quand même eu des choses comme ça qui ont été faites. Bien, ils ont fait des ouvertures de classe un peu plus satellites pour répondre en proximité aux jeunes, ce qui est une excellente idée. Là, je ne me suis pas encore approprié tout à fait le processus, mais j'en ai pris connaissance, évidemment, là, avant d'arriver sur la chaise de DG ici, pour être capable d'en parler. Puis je pense que c'était une bonne stratégie. Premièrement, de choisir d'ouvrir les classes, puis d'ouvrir les classes en proximité de la clientèle. Sur un territoire comme ici, qui est tellement grand, on ne peut pas faire voyager les élèves pendant 1h45, 2h, matin et soir, c'est impensable. Est-ce que vous avez déjà des visions, des choses que vous prévoyez? Vous parlez d'alors, on parlera de la pénurie du personnel, on en parlera à la fin, mais avez-vous déjà des plans? Parce que j'imagine qu'il y a une transition, puis quand on se couche le soir, qu'on sait qu'on a le poste, on part avec des idées, là, comme on dit. Bien, j'ai quand même beaucoup de cheveux gris. J'ai un peu 32 ans d'expérience en arrière de la cravate. Quand on change de centre de service scolaire, on observe, on essaie de s'acclimater, de comprendre la culture et de voir par quelle porte d'entrée, avec les équipes qui sont en place, on va attaquer les défis, les enjeux. Je dis toujours, il faut avoir un regard critique et non pas être critique. C'est pas pareil. Un regard critique, c'est constructif. Et c'est probablement ce que je vais pouvoir amener. C'est le regard critique de quelqu'un qui a fait au moins d'autres centres de services scolaires, qui a vu des choses qui sont différentes. Mais je le répète, depuis les 3 jours que je suis ici, les bases sont en place, il y a des choses qui ont été développées, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, comment on va mousser tout ça, qu'on va pousser tout ça pour que ça retourne jusque dans la classe, jusqu'à l'élève, puis qu'on augmente les taux de réussite, qualification, diplomatie. C'est ça. Et justement, dans le but de bien servir les élèves, les classes et tout, bien, vous êtes toujours à la recherche, hein? On peut en parler un petit peu. Vous avez déjà des journées spécifiques, là, des journées qui sont déjà proposées pour pouvoir soit récupérer des professeurs qui ont pris la retraite qui reviendraient ou des choses comme ça, là, des nouveaux diplômés. Là. Si dans un premier temps, on parle des services de garde, le 6 juillet, au Centre d'excellence en santé de la Naudière, il y aura une journée de recrutement de 9h à 13h. Les gens peuvent consulter notre site internet. Si on parle au niveau des services de garde. Services de garde, donc on parle de techniciens en service de garde, on parle de gens qui peuvent travailler en service de garde. Toutes les informations sont pour le 6 juillet sur notre site Internet. Le 10 août, c'est pour les enseignants. C'est le gros show, là. On pourrait dire ça comme ça. C'est la journée marketing. La journée marketing. C'est quoi comment je pourrais dire ça? Il y a le 10 août, là, je sais qu'il y a certaines étapes, là, il y a certaines heures, des qualifiés, des qualifiants, on pourrait dire des non qualifiés, mais
C'est quoi le pitch de vente que vous avez à dire? Pourquoi venir à la commission? Pourquoi venir au centre de service scolaire des Samars? Bien, premièrement, c'était un milieu de vie exceptionnel. C'est un milieu de vie où on peut faire des choix d'être autant dans un milieu plus urbain que dans un milieu plus rural. Les services sont à proximité. C'est abordable pour des jeunes enseignants, des jeunes professionnels qui voudraient travailler en éducation. Qui veulent demeurer ici. Qui veulent demeurer ici. Je veux dire, ici, on trouve plein de choses qui peuvent permettre de s'épanouir d'une façon professionnelle, mais au niveau familial. Ce qui a été mis en place au niveau du centre de service scolaire aussi, pour ceux qui ne sont peut-être pas légalement qualifiés, mais qui voudraient prendre le chemin des voies qualifiantes, une université offre des services satellites. Donc, il y a un service de proximité. Le territoire est grand, on peut s'installer partout sur le territoire, mais les jeunes qui ont envie d'enseigner, on ne les laissera pas tomber. On va les accompagner, on va être là. Souvent, c'est à faire dans les autres centres de services scolaires, mais le territoire étant beaucoup moins grand, on peut avoir un pôle ou deux. Ici, ce qu'on permet, c'est vraiment des pôles satellites, de se rapprocher des gens, d'avoir des sous-groupes que l'on va aller rencontrer, travailler avec eux, travailler leur développement professionnel. Et c'est vrai pour les voies qualifiantes, donc pour acquérir ce qu'il faut pour avoir un poste permanent d'enseignant, mais c'est aussi vrai dans le service qui est offert et qui va être offert aux enseignants pour le développement professionnel à plus long terme. Okay. C'est-à-dire que ce qu'on vise, c'est que les enseignants ne se sentent jamais seuls face à la réussite des élèves. C'est l'ensemble, le nous, de la direction générale jusqu'à la secrétaire et au concierge dans les écoles qui va faire la différence. Je suis en compagnie de M. Jonathan Beauvais. Bonjour, Jonathan, tu me permets que Bonjour. Je t'appelle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner ton titre officiel? Je sais que tu es associé avec la SAQ, mais on ne veut pas créer d'imbroglio par rapport à ton poste, ton titre. Oui, moi, je suis lieutenant aux communications pour Contrôle routier Québec, qui est une agence de service qui relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. D'accord. Donc, on parle de contrôle routier, mais c'est pas juste vérifier les gros 10 roues, là, vérifier les gros mastodontes. Vous pouvez intervenir aussi pour le conducteur qui a des classes de permis de conduire normales. C'est ça qu'on entend. Oui, c'est ça. On peut intervenir dans différentes situations, entre autres là, dans le moment du déménagement, oui. Quand on parle de chargement là, de meubles pour l'arrimage, pour des choses qui pourraient dépasser. Donc, dès qu'on parle de chargement de transport, ça tombe un peu dans le rôle de Contrôle routier Québec. C'est ça. Donc, justement, je vous dirais les points qu'il est important de revenir, parce qu'on parle d'aujourd'hui, demain, jusqu'à mercredi, les déménagements. Premièrement, avoir la bonne classe de conducteur pour conduire un camion de déménagement, parce que tu as différents formats, mais à un moment donné, il faut respecter cette loi-là. Là. Il y a des obligations qui viennent avec certains camions. Absolument, il y a certains véhicules lourds. Donc, quand on parle de camions, là, de camions cubes, par exemple, de location, quand on arrive à partir d'un certain format, les locataires vont exiger un permis de conduire de classe 3 pour pouvoir conduire ce type de véhicule-là, parce que c'est un véhicule qui nécessite cette classe de permis de conduire-là. Donc, avant de louer un véhicule, on va s'assurer qu'on peut le conduire, évidemment. Et est-ce que ça implique qu'il faut qu'il passe aux balances quand c'est des classes 3, même si c'est une journée fériée, même si c'est un camion loué? Oui, puis même si ce n'est pas un véhicule qui nécessite un permis de conduire de classe 3, dès qu'on tombe dans un véhicule qui va être considéré là, un véhicule lourd, ce qu'on dit, c'est qu'un véhicule qui a une capacité de charge de 4500 kg et plus, okay. Ces camions-là, ces camions cubes-là, vont être obligés de se présenter au poste de contrôle lorsque les panneaux flashent, là, donc les petites lumières jaunes sont flash. Le poste de contrôle est ouvert. Ces véhicules-là ont l'obligation de se présenter au poste de contrôle. Donc, c'est quelque chose à retenir et le locataire devrait vous le dire quand vous faites la location. Ça devrait être dans les règles qu'il devrait vous présenter. Absolument. Normalement, c'est fait. Le locataire va faire la présentation des différentes obligations, entre autres de faire la ronde de sécurité avant de partir avec le véhicule pour s'assurer que l'état mécanique du véhicule est conforme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est beaucoup à la mode, je te peux dire, c'est les petits trailers. Bien, les petits trailers, il y en a des gros aussi. On en voit de plus en plus des gros. Et encore là, c'est des points qu'il faut vérifier. Là. Il y a une question de charge, de tir, de capacité de tirage et de façon que tu places ton stock dans ces petits trailers-là. Là. Oui, absolument, parce que dans le fond, le chargement, lorsqu'on va remplir, là, que ce soit notre camionnette ou la remorque qu'on va tirer, le chargement qu'on va installer dedans peut débalancer le véhicule. Donc, on va essayer de répartir les charges de la bonne façon pour pas que la remorque là, s'en aille un peu chambranlante comme ça. Et bien sûr, attacher ou arrimer l'ensemble de la cargaison
pour éviter que ça se déplace pendant le transport. De un, ça va éviter que nos meubles frottent ensemble puis se brisent, mais ça va aussi éviter qu'il y en ait un qui tombe sur la chaussée et qui cause une collision par la suite. Puis bien sûr, on évite des infractions lorsqu'on a bien attaché l'ensemble de notre chargement parce que c'est des constats d'infraction qui peuvent aller jusqu'à plus de 500 $. Donc, c'est très dispendieux. Et est-ce que ce serait un bon conseil, avant de partir vraiment faire une grande route, de tester justement le véhicule qui tire et la charge que tu tires, voir si le comportement va bien, là, comme vous dites, ça ne lui voit pas s'il n'y a pas de charge mal placée, là? Oui, c'est une très bonne idée de le faire. Puis même si on fait une courte distance, aussi s'assurer que le véhicule remorqueur a la couette de fil qui permet de faire fonctionner les feux à l'arrière de notre remorque, puis que si notre remorque a besoin de freins ou qu'il y a des freins sur la remorque, mais que notre camion remorqueur fait fonctionner les freins de cette remorque-là. Donc, on va s'assurer ça, s'assurer d'être à l'aise dans la conduite aussi, surtout si on fait une longue route. Des fois, on n'est pas habitué de conduire ce type d'ensemble de véhicules-là. On peut peut-être demander à un ami, un collègue, quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude. Quand on n'est pas habitué, ça va peut-être nous permettre là, d'éviter des choses, des avaries un peu plates lorsqu'on essaie d'être déménagé et qu'on est un peu pressé dans le temps. Donc, on prend notre temps puis on demande à quelqu'un qui est plus à l'aise. Donc, à ce moment-là, on a moins de risques. Je vous parlerai aussi de l'attelage. Il faut quand même que la boule soit rentrée dans le réceptacle. Et c'est un règlement aussi de mettre des chaînes. Est-ce qu'il y a des consignes à respecter que vous pouvez vérifier en disant « tu n'as pas mis tes chaînes, tu n'as pas fait ça, tu es en infraction » ou tu deviens responsable de l'accident que tu causes? Bien, en fait, ce qui va être important, c'est de respecter l'ensemble des règles du Code de la sécurité routière. Puis dans le Code, on parle évidemment d'avoir un système d'attelage qui est conforme, donc bien utilisé aussi. Puis effectivement, dans certaines situations, lorsque la remorque n'est pas munie de frein indépendant qui s'applique si jamais il y a une séparation accidentelle, à ce moment-là, il faut que le véhicule soit muni de chaînes de sécurité pour empêcher que la remorque parte et qu'elle s'en aille toute seule en arrière si jamais il y a un bris au niveau du système d'attelage. Donc, c'est important à titre de conducteur de vérifier ça. Puis on peut parler de l'ensemble de notre état mécanique. Là. Dans le fond, avant de partir, on fait le tour, on s'assure que tout semble bien fonctionner, tout est solide, tout est bien arrimé. À ce moment-là, on peut partir un peu l'esprit tranquille quand même. Okay. Je vais vous revenir avec un petit point. On parle sûrement qu'on va voir passer sur les réseaux sociaux des arrimages, des attelages assez rocambolesques dans les prochains jours. Ça aussi, là, ça peut être susceptible d'avoir premièrement des accidents. Je ne vais pas dire des contraventions aussi. Là, on parlait des fameux matelas tenus par 2 mains. Vous êtes aux aguets pour ça, pour les prochains jours, dans votre rôle? Assurément, les contrôleurs routiers sont aux aguets. Les corps policiers aussi font les vérifications. Donc, c'est sûr que c'est à chaque année, là, on voit malheureusement des images. Puis, c'est pas les mêmes images qui circulent d'année en année. C'est des nouvelles images à chaque année. Nouvelles inventions. Là. Il y a vraiment des innovations, beaucoup de créativité. Il y a de la créativité, puis tu sais, des gens, on le disait en exemple, là, les matelas sur le dessus du véhicule, avec chacun, le conducteur passager, on tient le matelas chacun avec une main, puis on s'en va sur l'autoroute. Quand le vent va, la vitesse, le vent, le matelas risque de partir, puis tu sais, s'il y a un automobiliste en arrière, un motocycliste, bien évidemment, on peut causer une collision, puis il pourrait y avoir des blessures causées, puis c'est quand même grave, donc on veut éviter ça, mais à chaque année, on retrouve là, des meubles ou des électroménagers en bordure de chaussée à certains endroits qui sont tombés d'un chargement parce qu'ils étaient mal retenus, mal arrimés. Bien, d'un, on peut causer une collision avec des blessures, ce qu'on veut éviter. On pourrait recevoir un constat d'infraction qui est, ma foi, très dispendieux. Là, on parle de plus de 500 $. Puis en plus, bien, on perd notre meuble. Donc, on ne gagne pas à faire des choses comme ça. On est mieux de faire les choses lentement, de la bonne façon la première fois. Ça prend un petit peu plus de temps, mais évidemment, on évite des coûts par la suite. Là. Donc, on répète que vous allez être aux aguets dans les prochains jours, vraiment surveiller les conditions routières, faire attention. On ne parle pas de pluie, mais n'empêche que la chaleur aussi peut être un autre facteur qui n'aide pas à faire le déménagement. Là. Effectivement. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, puis on se reparle sur d'autres sujets prochainement. Parfait, merci. Je suis en compagnie de Jonathan Beauvais et on va faire un petit peu déjà le bilan de la sécurité routière, des tragédies routières qu'on a déjà. On a un petit début de saison, on est dans les balbutiements de l'été, mais je pense qu'il faut rappeler encore les règles de sécurité. Il y a déjà beaucoup de tragédies, beaucoup d'accidents qui ont été constatés, puis on ne veut pas que ça augmente là, pour la saison estivale.
Vous avez absolument raison. C'est important de rappeler les consignes de sécurité routière pour la période estivale. On le sait, là, dans les vacances, les gens sont souvent pressés de partir en vacances. Des fois, on va précipiter un petit peu, partir peut-être mal reposé des fois. Hein? Donc, prendre le temps de se reposer avant de faire une longue distance là, pour partir bien, après avoir bien dormi, avoir pris un bon repos, ça nous permet là, de partir de façon plus sécuritaire. Donc, il y a aussi éviter l'alcool au volant, s'assurer que le véhicule est en bon état, comme on dit. Oui, l'état mécanique du véhicule, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, faire le tour de notre ensemble de véhicules, vérifier nos pneus, nos lumières, nos feux, s'assurer que l'ensemble de l'état mécanique d'un véhicule va nous permettre de partir, faire la longue distance qu'on va faire. Là, on peut parler de l'état des pneus. C'est quelque chose qu'on voit souvent, là, des pneus un peu usés. Des fois, on se dit on va les étirer une dernière saison. Mais évidemment, plus nos pneus sont usés, bien, plus on est à risque, là, par exemple, s'il y a de la pluie, de faire de l'aquaplanage et là, d'être victime d'une collision, d'un accident, puis de se blesser. Donc, on veut éviter ça. Ce qu'on veut, c'est partir en vacances l'esprit tranquille. Donc, de nous assurer que notre véhicule est en bon état, ça va nous permettre de pouvoir partir vraiment avec l'esprit plus tranquille. Vous avez comme surnom souvent la police verte. Donc, vous êtes aussi en autorité, en capacité d'arrêter quelqu'un que vous estimez justement qu'il y a un VR en arrière, il s'est mis une roulotte et que ça ne marche pas. Là. Vous regardez ça aller puis vous dites la combinaison véhicule-roulotte, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des poids respectés. Vous êtes capable d'intervenir dans ces cas-là? Oui, Contrôle routier Québec, on a le pouvoir d'intervenir dès que ça concerne là, la charge, la dimension, l'état mécanique, le transport de matières dangereuses. Donc, dès qu'on parle de véhicules récréatifs, bien évidemment, on va parler de longueur d'ensemble de véhicules, on va parler de système de freinage, on va parler de système d'attelage, d'aller vérifier qu'ils sont conformes, d'aller vérifier la surcharge, comme vous dites, là, des fois, des véhicules trop chargés qui ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, on va aller faire ce type de vérification-là. Je parlais de matières dangereuses aussi. Bien, on peut vérifier, là, en fait, dans les tunnels, le transport de propane. Dans chaque véhicule récréatif, il y a du propane. C'est correct de le transporter. Par contre, il y a certaines normes au niveau, entre autres, des tunnels. Là, fait qu'il y a Qu'est-ce qu'il faut faire, dites-moi qu'on ne peut pas passer. Les tunnels, en fait, les traversiers, dans le coin, on a un traversier aussi. Oui, bon, mais les tunnels, en fait, ils interdisent la circulation là, de plus de 2 contenants de propane qui ont chacun maximal une capacité en eau de 46 litres. Donc, on parle à peu près de 30 livres maximum, donc pas plus que 2 contenants. Souvent, donc, dans pas les les grosses, autrement dit, les grosses bonbonnes. Les grosses 100 livres, là, ça ne fonctionne fonctionne pas. Okay. Mais aussi, il faut penser que souvent, on part en camping, on a les bonbonnes de propane de la roulotte, puis des fois, on va avoir un petit barbecue portatif avec des petites bonbonnes d'une livre verte. Bien, ils s'additionnent. On tombe avec des fois 4, 5, 6 bonbonnes. Donc, c'est pas un problème, c'est juste qu'on ne peut pas passer dans le tunnel. Okay. La même chose là, pour les traversiers, il y a de certaines quantités, je suis moins familier avec mais il y a quand même des règles, c'est ça. Mais il y a des normes, entre autres, il faut fermer complètement le gaz avant d'embarquer sur le traversier, l'alimentation. Donc, on ne peut pas laisser nos pilotes allumés. Il faut vraiment les fermer. Même chose pour quand on traverse les tunnels. Donc, c'est juste de s'assurer, une fois qu'on sait qu'on a du propane, qu'on ne peut pas passer dans le tunnel parce qu'on en a trop, il n'y a pas de problème, on va prendre un chemin alternatif, on peut toujours les contourner, prendre un pont. On peut nager. C'est pas dangereux. Oui, c'est peut-être moins évident avec le véhicule. C'est ça, non, je sais. mais il y a des chemins alternatifs qu'on peut emprunter. En véhicule récréatif, une chose que les gens ne savent pas beaucoup aussi, c'est les aires de vérification des freins. Donc, dans certaines régions, entre autres, là, dans Charlevoix, dans le Bas-Saint-Laurent, je veux dire Appalaches, pardonnez-moi plus, il y a des aires de vérification des freins où il y a des côtes très abruptes. Oui. Mais les véhicules récréatifs sont soumis à s'arrêter, faire la vérification de leur frein à cet endroit-là. Comme un gros 10 roues. Comme un véhicule lourd, oui, okay. Exactement. Okay. Donc, le panneau s'adresse à tous les ensembles de véhicules qui ont une masse totale en charge de 3000 kg et plus. Donc, un ensemble de véhicules récréatifs, généralement, va avoir plus de 3000 kg de masse totale en charge. Ils doivent s'arrêter là, faire la vérification, s'assurer que le frein fonctionne bien, et tout ça pour reprendre la côte là, de façon sécuritaire. À ce moment-là, ils vont pouvoir s'assurer, rendus en bas, d'être capables de freiner. D'accord. Donc, autrement dit, vous voulez avoir moins d'ouvrages possible, mais c'est de notre côté qu'il faut être le plus prudent possible. Pas surévaluer nos capacités, c'est ça, je dirais. Exactement. D'accord. Bon, on va souhaiter un bon été tranquille, on va vous l'espérer. Puis de notre côté, on va essayer de faire attention comme conducteur, de justement créer le moins d'accidents possible pour avoir des belles vacances des deux côtés. Arthur Cornelier, dit Grandchamp, fut chargé de la construction du premier pont en 1883.
En 1918, on le remplace complètement, mais en prenant bien soin de conserver son apparence originale. Dans nos références historiques actuelles, nous conserverons alors 1918 comme vraie date de construction. En 1948, on lui accorde une restauration majeure. En 1977, on le ferme et son avenir est des plus incertains. Puis, dans les années 80, quelqu'un s'est avisé de le peindre en vert, ce que n'appréciaient guère les riverains, de sorte qu'il reprit sa couleur rouge d'origine lors de sa rénovation. C'est alors qu'on assiste à un formidable élan de solidarité qui nous le rendra le 19 octobre 1996. Bonjour, mon nom est Wilfrid Lanois. Je vais ce matin, dans un premier temps, vous faire la genèse de la sauvegarde du pont Grandchamp. Puis dans un deuxième temps, je vous parlerai un peu de la structure du pont, son fonctionnement structurel. Voilà, alors la saga a commencé le 5 janvier 1987, lorsque le conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Berthier a créé la commission de la culture. Et puis à ce moment-là, on m'a demandé si je voulais présider cette commission. J'ai accepté. Et pour l'anecdote, je travaille pour la conservation du pont depuis plus de 38 ans. Voilà pour mon panégyrique. Maintenant, il faut savoir que le pont couvert a été fermé en août 1977, 10 ans avant la création de la commission de la culture de Sainte-Geneviève. Et puis là, après ça, si on continue dans le temps, en 1995, j'étais président de la SADC, puis avec mon CA, avec l'aide de mon CA, on a réactivé le dossier de la sauvegarde du pont Grandchamp. Mais dans un premier temps, je vais vous présenter la pièce la plus importante du pont couvert, l'élément porteur, l'âme du pont, c'est le treillis Town. On l'appelle Town parce que c'est un ingénieur américain du nom d'Étienne Town, du Connecticut, qui a fait breveter ce type de structure-là en 1820. Alors, le génie de tout ça, c'est que c'est comme un treillis, hein? C'est triangulé à des angles de 45 à 60 degrés, dépendamment du pont. Et puis, ce sont des membrures, on appelle ça des membrures, c'est des madriers de 2 pouces par 8, probablement en épinette blanche. Et puis, cette partie-là, on appelle ça le joint ou le nœud. Et puis, il est fixé avec des clous qui sont placés en quinconce, c'est-à-dire 4 au coin et 1 au centre. Avant, c'était des chevilles de bois, mais en 1905, on a abandonné les chevilles de bois, des chevilles de bois de 3/4 de pouce à 2 pouces, qu'on faisait bouillir avant pour les ramollir, pour les fixer plus facilement. Donc, si on revient à notre topo structural, c'est que ce treillis-là, cette femme-tente, c'est elle qui fait tout le travail. C'est elle qui fait toute la potence. Le reste, j'étais pour dire, c'est de l'accessoire. C'est du complémentaire. Et puis, le génie de ça, c'est que dès qu'un poids entre sur le pont, le poids est réparti sur l'ensemble de la ferme. Et puis, il est réparti comme ça. Alors, après avoir fait le topo sur la ferme tendre, l'élément porteur, l'élément l'âme du pont, tout le reste, c'est du complément. On a premièrement le toit et le lambris. La fonction principale du toit et du lambris, c'est pour protéger justement la structure des intempéries, parce que l'action de la neige, de la pluie et du soleil, c'est terrible. Ça fait pourrir les ponts. Tandis que ça, notre pont en témoigne. Quand il est bien protégé, la structure, notre pont a 107 ans. Je pense que c'est assez éloquent. Le lambris est fixé sur 84 forens. Et puis, pour donner de la solidité au pont, parce que notre pont, hein, c'est un tendre élaboré. Étienne Tendre, il a créé le tendre simple. Le tendre simple, c'est le tendre, la ferme, sans les poinçons, sans les poteaux verticaux. Ça, les poteaux verticaux ont été ajoutés. C'est pour ça qu'on appelle ça un tendre élaboré, qui est typique au Québec. C'est un pont de colonisation. Et puis, ces poinçons-là sont placés à tous les 96 pouces, des pièces de 5 par 8. Alors, ça vient solidifier le pont. Ces croix Saint-André-là, en forme de X, il y en a 7, sont boulonnées à la poutre transversale. Alors ça s'appelle contreventement. C'est pour résister contre les grands vents, pour ne pas que le pont torde.
Puis en plus, on a ce qu'on appelle les jambes de force. Donc les jambes de force, les contreventements, les poinçons, et puis en dessous du pont, il y a l'équivalent, il y a aussi 7 contreventements comme ça, mais cependant, en bas, ils ne sont pas boulonnés. Ils ne sont pas boulonnés aux lambourdes qu'on voit un peu ici. Ce sont des pièces de bois de 5 par 10. Ce ne sont pas des allumettes. Et puis, quoi dire à part ça? Bien, le pont, vous avez le chasse-roue. Le chasse-roue qui est un madrier qui a plus ou moins 2 pouces par 8 pouces. Le chasse-roue, à l'époque, son utilité, c'était pour ne pas que le moyeu des charrettes, les essieux des charrettes, viennent endommager les poinçons, les poteaux verticaux. Au pont de la colonisation, c'est un octogone irrégulier. On reconnaît le pont de colonisation par la forme de son portique, parce qu'il y a différentes formes de portique, cintré, droit, etc. Ici, le lambris d'entrée, nous, il est peint en blanc. C'est très important. Premièrement, ça donne un peu d'esthétique, puis sa fonction première, c'est de protéger la structure d'entrée, la structure qui est au début du pont, contre l'action de la pluie, de la neige et du soleil. Parce que cette combinaison-là de ces 3 éléments-là font pourrir le bois très, très facilement. Je vous ai parlé du miracle du pont Grand-Champ qui a eu lieu à l'été 1996. Mais il y a eu un autre miracle, c'est qu'en août dernier, il y a eu des pluies torrentielles, des pluies diluviennes, et puis l'eau a monté très haut. Ça a même giclé des branches, des débris sur le pontage, et puis il y a un tronc d'arbre qui est venu frapper le lambris, on voit ici, et puis qui a brisé une planche entre le poinçon 214 puis 210. Le pontage est fait de bois de pruche, des pièces de 4 par 8 avec des joints aléatoires. La pruche a la réputation d'être très, très lent à pourrir. C'est pour ça qu'on l'utilise. C'est un pont d'une seule travée. Notre pont a 113 pieds de long, a une voie charretière de 14 pieds 10 pouces. Et puis, il n'a qu'une travée parce qu'il n'a pas de pilier au centre de la rivière. Il n'y a que des culées de chaque côté. Le pont a une grande valeur d'usage. Il est très fréquenté par les riverains et puis par la circulation de transit. Il a été aussi, depuis 1996, quand il a été réouvert, il a été le théâtre de plusieurs événements, des événements culturels puis des événements à caractère social. On a eu, par exemple, plusieurs ponts, on a eu plusieurs soupers champêtres dans le pont. Ça se tenait toujours au mois de juin. On a eu quoi? On a eu un encan culturel, on a eu une expo de peinture, on a eu une exposition de photos. On a eu aussi des rassemblements lors de visites guidées et j'en passe. Je voudrais dire ma reconnaissance à l'organisme du bassin versant qui a toujours été présent quand on a eu besoin de son appui. Le pont Grand-Champ, c'est le diamant dont la rivière peut être fière. Au Cénacle de la Chapelle des Culs-Verts, le trio Chandelle. Je porte bien la pâte au four, j'amuse bien l'enfant qui crie. Il me l'a donné si petit, j'amuse bien l'enfant qui crie. Il me l'a donné si petit, j'amuse bien l'enfant qui crie. Bonjour le trio Chandelle. Bonjour. Et bienvenue au Cénacle de la Chapelle des Culs-Verts. Chanson de femme, ça vient d'où? Tu peux nous expliquer, Hélène, l'origine? Certainement.
En fait, nous, on chante depuis longtemps, mais on ne chantait pas de façon professionnelle. On était dans la cuisine, on faisait des veillées à Saint-Michel-des-Saints. Les amis, la famille. Camille était toute petite, Rebecca était une jeune adolescente. Et puis, de fil en aiguille, on s'est ramassé à un confinement en 2021 et on s'est dit, pourquoi pas ne faire une bulle familiale et musicale, ce qui nous a menés à un premier projet qui était un éponyme de notre premier CD. Et on vient de produire le second qui raconte des histoires de femmes. Ça raconte des histoires de femmes, des réalités de femmes. Moi, je dis tout le temps que c'est des histoires vraies. C'est quand même la façon avant la chanson, à répondre à la chanson traditionnelle de relater des faits, de relater des histoires. Donc, on voulait partager ça avec tout le monde parce que il s'agit de notre culture à tout le monde. Et cette partie-là, grand-maman a dit le patrimoine, mais c'est le matrimoine oral du Québec. Donc, c'est ça l'histoire de Elle était une fois. C'est ça, à partir des pièces brutes qu'on va chercher auprès de porteuses et porteurs de tradition d'ici et d'ailleurs ou dans les banques d'archives d'ici et d'ailleurs aussi. Et on se plaît à créer des arrangements vocaux, faire comme si c'était de la musique, en fait, avec nos voix. Puis on y ajoute quelques compositions, co-compositions. Ça donne les albums qu'on a fait. Alors, vous faites des chansons a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement d'instruments. Sauf la podorythmie. Sauf les bottines. Sauf les bottines, qui donnent le rythme et qui donnent le goût de danser avec vous et de chanter avec vous, n'est-ce Faut pas? pas se gêner. C'est ça. Il faut danser vite à répondre. Alors, tout le monde est invité à chanter avec nous le 2 juillet, chanter avec Chandelle, les chansons traditionnelles québécoises. Bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à La Chapelle. Aujourd'hui, je reçois Catherine Cyr, alias Cassiopée, qui fera une exposition ici tout le mois de juillet. Alors, Cassiopée, explique-nous un peu en quoi consiste ton exposition. Oui, mon exposition, en fait, porte un peu sur la mémoire. Je m'intéresse beaucoup à, en fait, évidemment, c'est une exposition photo. La photo est souvent associée à la mémoire, au temps qui passe, puis tout. Et puis moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de visiter cette mémoire-là, puis de l'immortaliser, si on veut, ou de la rendre, comment je pourrais dire, visible aux yeux de tous, en utilisant un procédé ancien, en présentant des images qui font un petit peu vieillot, qui traversent le temps, etc. Là, c'est vraiment sur le temps aussi. La Chapelle, c'est un lieu de mémoire et les gens viennent y célébrer la mémoire, le temps qui passe, entre autres par des photos. Donc, on va avoir l'impression de reculer dans le temps avec ces photos-là. Oui, absolument. De reculer dans le temps, oui. Surtout que je vais présenter aussi des vieilles photos, mais aussi mes photos, évidemment. J'utilise, évidemment, comme je l'ai dit, des vieux appareils, comme je fais vraiment des photos argentiques avec des appareils, évidemment, qui sont dits aujourd'hui sont un peu obsolètes, mais la mode revient, là, des appareils argentiques. J'utilise pratiquement pas de numérique. Quand j'utilise du numérique, j'utilise des vieilles lentilles, donc des lentilles argentiques que j'adapte sur ma caméra, qui est un Lumix. Fait que des fois, on a des belles surprises. Fait que oui, l'argentique, le collodion humide que j'utilise, qui est un procédé encore plus vieux, qui date du 19e siècle, ça aussi, c'est particulier parce que quand on regarde les photos au collodion humide, c'est comme vraiment la fin du 19e, début 20e. Hein, c'est les premières photographies. Et puis quand on voit ça, on a vraiment l'impression d'une photo, évidemment, ancienne, antique. Fait que
Fait que vraiment, c'est intéressant de travailler actuellement en 2026 avec des vieux procédés alternatifs. Ça donne vraiment une touche particulière, évidemment. Puis moi, mais mon sujet de prédilection, c'est la mémoire et le temps qui passe. Alors, voilà. On va voir le temps passer à la chapelle des Cuthbert avec l'exposition de Cassiopée qui va se tenir à l'intérieur de la chapelle tout le mois de juillet et dont le vernissage aura lieu le 2 juillet à 17h. Bienvenue à tous. Alors, bienvenue au nom de la Corporation du patrimoine. C'est un plaisir de vous compter parmi nous. Donc, avant de céder la parole à notre artiste photographe, qui va nous expliquer un peu en quoi consiste son exposition, je dois remercier tous nos partenaires financiers qui nous supportent, évidemment, les chefs de la SODEC, qui est propriétaire de ici. Alors, c'est l'édifice qui a bâti le Monument du Québec. Et nous mandate à la Corporation du patrimoine pour faire des activités culturelles, puis prendre soin de la chapelle, passer le cordon, les toilettes, des petits affaires dans la vie. Et puis, il y a le ministère de la Culture aussi qui nous supporte, qui nous peut s'engager des artistes pour vous offrir gratuitement des spectacles de qualité. Alors, et puis, les municipalités du coin, Civil, Sainte-Geneviève, les dossiers, les montants, il y a des jardins aussi, les caisses des jardins. C'est vous appelez dans les jardins, il faut pour la cause. Et puis, d'autres partenaires aussi, donc c'est grâce à eux qu'on continue de faire ces expositions. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? OK. Je te laisse la parole, Cassiopée, tu vas nous expliquer un peu en quoi consiste ton exposition. Bonjour à tous. En fait, j'ai décidé de me présenter en vous expliquant ma démarche artistique. Cette exposition est sans doute la pierre d'assise de tout mon univers. Tout a commencé par une fascination pour le 19e siècle lors de mes études universitaires en langue et anglais, puis par les heures passées à contempler de vieilles photographies dans les programmes télévisés. J'ai également été profondément marquée par l'œuvre de la photographe italienne Giulia Margarita Calvin, dont le regard continue de m'habiter. Mais cette démarche est aussi née au contact des mouvements lorsque je travaillais en soins palliatifs. Là, les photographies et les objets, certains objets, prenaient une dimension presque sacrée. Ils devenaient des témoins silencieux de l'existence, des amours, des peines et des joies qui avaient traversé nos vies. Les images demeurent. Elles sont au-delà de l'éphémère, une mémoire, une âme. Il y a dans la photographie quelque chose d'une puissance infinie, faite d'arrêter le temps. Mais qu'en est-il de la photographie d'aujourd'hui, où tout va si vite? De nos jours, tout le monde fait de la photographie. La technologie, les logiciels, les cellulaires et les appareils sont de plus en plus sophistiqués, simples, faciles à utiliser. L'art numérique et l'arrivée de l'intelligence artificielle bousculent aussi nos vies et le monde artistique. Nous sommes en droit de se demander quel est le principe de l'esprit créateur et du processus de création. Si la photographie est un art noble au même titre que la peinture, qu'en est-il d'une création purement descriptive du réel ou une simple reproduction de la réalité en ligne? La facilité d'accès et le flot d'images exponentielles nous amènent à questionner le sens du message livré. Quelle est l'image que nous voyons et quelle est la place de la photographie au sein de la culture et de l'esthétisme? En effet, l'aspect artisanal, la chimie pour révéler l'image, l'émotion, la pose, l'arrêt, de la science aux beaux-arts, le savoir-faire se fait remplacer par les pixels. L'univers photographique contemporain met en lumière une société enclin à la rapidité et à l'asepsie de l'image. Du capitalisme à la malbouffe,
De mes beaux portraits de du visage, thème essentiel de l'art, la photographie du 21e siècle témoigne d'un temps jamais révolu. L'objectif n'est pas de programmer ou critiquer le numérique, mais d'explorer l'art photographique comme un art du temps, comme une véritable machine temporelle. Ainsi, s'il est une capture du réel d'un sujet, nous oserons mettre en lumière cette chambre noire dans laquelle notre société s'expose. En somme, mon projet est de m'opposer à la rapidité en freinant la culture du face, et ce, en partant vers une visée proustienne, c'est-à-dire à la recherche du temps perdu. Je tiens à préciser que l'ensemble du processus photographique est fait et produit dans mon atelier. Je fais essentiellement de la photographie argentique, du collodion humide et parfois des sténographie. Je fais moi-même la chimie, le développement, la numérisation, les virages chimiques, les textures, les colorisations, les effets, certaines expressions, avec les outils que je possède, qui sont moins des laboratoires et des studios, car tout ça a un prix. Donc, je suis fière de vous présenter mes photos avec ces accidents lors du développement ou lors d'une sous-exposition car la lumière au Québec est capricieuse et surtout nordique. Ce sont des photos à échelle humaine, car qui de nous est parfait? Nous sommes parfaitement imparfaits et c'est très bon comme ça. Si je peux me permettre, au diable le logiciel de retouche. Moi, je fais de la photographie poétique. J'aime le grain, l'effet pictorialiste. J'aime sentir l'humain et la sensibilité derrière chaque mouvement. J'aime être transportée, je suis convaincue que la photographie a un pouvoir narratif. En somme, pour conclure, je suis heureuse, non plutôt pas de joie, d'être ici et d'exposer à la chapelle des Hubert. Merci beaucoup d'être présent. C'est une température torride. J'en suis touchée. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour Renaud, comment ça va? Ben, très bien, Daniel. C'est ça. On parlait justement avant de commencer. Tu as l'impression de revenir à la maison quand tu t'assois dans un siège comme ça. Et un article aujourd'hui dans la presse, disait que ça a été comme ta découverte de la musique. Bien sûr. Quand tu reviens ici, tu regardes le site puis tu dis, je suis rendu ici. Là. Oui. Ben, si tu veux, je pense que c'est comme si j'étais jamais parti non plus. Hein. C'est un lieu dans lequel je vis depuis très longtemps, peut-être aussi longtemps qu'il existe, hein, 1989. Ça fait près de 40 ans. Puis c'est un lieu qui vit avec moi aussi. Quand je suis pas ici pendant l'année, ben, je veux pas, je pense toujours à cet endroit. Je pense au concert. Je l'ai réfléchi aussi pour le lieu, pour ses qualités. La sonorité de la place. C'est ça, pour ses qualités acoustiques notamment, et puis simplement aussi pour l'atmosphère tout à fait particulière qui existe ici. C'est ça. Ouais. Je vais te poser la question. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, la faveur ou la passion que tu as eue pour la musique, est-ce que tu penses que, tu dis des fois, peut-être dans l'assistance, je vais avoir un jeune aujourd'hui bien sûr. qui va permettre, je sais que le mentorat a un petit peu cet objectif-là, mais si tu dis, je suis capable de transmettre, il faut faire les choses, exactement. Ce qui est amusant, puis ce qui est très particulier dans nos métiers, c'est qu'on fait les choses pour beaucoup de monde, mais le résultat tangible de ce qui reste après, on le voit pas, on le voit jamais. Tu sais, je veux dire, évidemment, oui, on connaît certains membres du public qui sont avec nous d'année en année, tout ça, on leur parle, mais de façon plus vaste, on peut pas prétendre savoir exactement ce qu'on amène à chacun ou chacune à l'occasion des concerts. Mais il faut vraiment le faire dans cet esprit-là, comme tu dis, il faut le faire avec l'idée que on élargit la conscience, on propose peut-être au public des choses auxquelles il n'aurait pas accès autrement, puis on l'aide à avoir peut-être une vision du monde un peu plus... Une pensée différente. Un peu plus riche, un peu plus développée, c'est ça, une pensée différente ou enfin une perspective sur le monde, sur l'histoire, sur la musique, évidemment, tout ça. Puis, bon, oui, je me dis, éventuellement, il va y avoir des gens qui vont avoir foulé le sol de l'amphithéâtre, puis qui vont peut-être en retirer des choses qui vont les influencer dans leur vie d'une façon très profonde. Oui. La femme de Marc-André Hamelin, le merveilleux pianiste, qui elle-même est une merveilleuse personne, il y a déjà plusieurs années, m'avait écrit un message
après des concerts ici à l'amphithéâtre. Puis elle m'avait dit, il faut jamais abandonner, il faut toujours être là, il faut continuer à faire ce travail-là parce que tu, moi, vous, les musiciens, touchez les gens de beaucoup plus de manières que vous pouvez l'imaginer, en fait. Ouais. C'est très important, ça. Donc, C'est c'est- pas mal le cœur, c'est pas mal l'essentiel de ce qu'on fait. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Puis dans le fond, par tes concerts, par la présentation d'artistes, je pense que tu prouves aussi que oui, tu sais, vous pouvez exister, vous pouvez Bien être sûr, musicien. bien Puis, tu sais, sûr, il y a bien vraiment sûr. une pensée qui a changé Bien depuis sûr. 20 ans ici dans. Ah, ben complètement. Tu sais, je te dirais, Puis- en Europe, on la vivait Oui, déjà. oui. Mais ici, Oui. être capable de Oui. faire une carrière, Bien d'être sûr, capable de bien vivre sûr, de la bien sûr. musique. Puis on peut même aller plus loin. Je pense que pour le public, pour chacun et chacune individuellement, le fait de, si tu veux, c'est une prise de risque un peu venir au concert. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, il faut quand même être dans un certain état d'esprit. Il faut être prêt à recevoir ce que les artistes ont préparé. Il faut être un peu vulnérable, ou en tout cas, il faut accepter de se mettre dans un certain état de vulnérabilité sur le plan émotionnel, tu sais, de la même manière que les artistes sont Le faire, vulnérables, oui, oui, oui. sur la scène. C'est vraiment une communication très particulière, très intime, même si on est quelques Oui, oui, mais- milliers, tu sais. Mais pour chacune individuellement, je pense que de venir à ça, de contempler euh, des grandes œuvres qui, pour la plupart, sont anciennes et ont traversé, comment dire, ont survécu Aux années. à l'histoire, c'est ça. C'est parce qu'elles nous racontent vraiment, elles nous disent des choses importantes Oui. sur nos prédécesseurs, mais sur nous-mêmes aussi aujourd'hui, dans ce qu'on a de permanent, d'humain, et on peut trouver une forme je pense vraiment d'éveil, de dignité, de conscience de soi Je aussi pense au travers de on ça. pourrait rajouter que rien n'a changé. C'est juste la façon Bien sûr, physique. bien sûr, Parce que les bien musiciens de sûr, l'époque bien sûr. transmettaient qu'est-ce qui se Oui, passait et observaient leur observaient monde à eux. leur monde à eux, mais aujourd'hui, le Mais monde sur, a beaucoup de changements, mais oui, parallèlement, c'est quand ben, même des choses qui sont mais pareilles. les éléments fondamentaux de la vie humaine sont Sont encore. vraisemblablement les mêmes. Oui, c'est ça, C'est ça. exprimés différemment. C'est ça, C'est ça. exactement. Ouais. On va enchaîner tout de suite parce que tu nous accordes du temps, puis c'est très précieux. Je le Avec sais. grand plaisir. On va faire quand même un survol Bien rapide, sûr. si tu es d'accord, Oui. de tes prochaines fins de semaine. Qu'on Oui. commence aujourd'hui, on est le 2, ça commence demain, le 3. Oui. Il y a une chose au centre-ville, il y a une Oui, activité au donc centre-ville. ça, Hein? c'est une nouveauté, si tu veux, enfin, une semi-nouveauté. Mais depuis quelques années, on co-présente en fait un concert gratuit sur la place Bourget. On a été très malheureux depuis 2 ans. En fait, le concert a eu lieu l'année dernière, en 2025, mais en 2023 et en 2024, il avait dû être annulé pour cause de mauvais temps, Ben, c'est ça, ouais. ce qui était très décevant. Mais c'est la première fois, c'est ça la nouveauté en fait, c'est la première fois que cet événement-là coïncide, et vraiment par hasard, finalement, avec l'ouverture du festival. C'est une espèce de, je ne sais pas comment la nommer, c'est une sorte de pré-ouverture. Mise en bouche. Une mise en bouche, c'est aussi, mais c'est un beau symbole parce que ça veut dire d'aller vraiment au cœur de la ville de Joliette. Hein. La place Bourget, c'est le centre-ville, le centre historique de la ville, pour proposer au public, ça va être le fun, ça va être amusant. C'est un groupe québécois qui s'appelle Octopus, Oui. qui joue, en fait, on commence avec Brahms, mais tranquillement, c'est un petit peu un prétexte là, pour aller vers des musiques, disons, classiques, de tradition classique, mais qui intègrent beaucoup d'éléments folkloriques. Tu connais les danses hongroises Oui. de Brahms, des Ouais. choses comme ça. Donc, on commence avec ça, puis on se promène un peu partout là, en Europe centrale. Il va y avoir un peu aussi du klezmer, de la musique klezmer, des choses comme ça. Puis le symbole, ben, c'est simplement de dire, voilà, le festival, on met la table pour le festival, puis on le fait comme ça dans un contexte très festif, dans un lieu qui n'est pas notre maison, on va dire, qui n'est pas notre maison habituelle. Hors les murs, comme tu dis. Hors les murs, c'est exactement ça, c'est hors les murs. Puis, ben c'est ça, ça pave la voie là, à tout ce qui va suivre après. Ouais. Puis on a notre traditionnel spectacle du samedi soir. Oui, Qui donc, va être grandiose. ce là. samedi 4 juillet, ça c'est
quelque chose qui me tient énormément à cœur, en fait. C'est le concert d'ouverture, mais c'est aussi le Gala de la Terre, qui est une initiative que l'on doit à une dame, une femme fantastique qui s'appelle Bita Catalan, qui vit à Montréal, mais qui vit à plusieurs endroits aussi. C'est une grande mélomane, une grande donatrice aussi. C'est quelqu'un qui est très proche de la musique, mais qui est très investi dans la cause environnementale aussi. Puis ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est une bonne amie aussi. Puis on se disait, il faudrait faire ça à l'amphithéâtre un jour, ce gala de la Terre-là, en fait. Et finalement, on y arrive. Donc ça, c'est samedi, le 4 juillet, avec l'Orchestre de l'Agora et Nicolas Ellis, avec comme pièce de résistance le Sacre du printemps de Stravinsky, qu'on n'a pas donné à l'amphithéâtre depuis plusieurs années, ou en tout cas au festival depuis plusieurs années. Mais c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est un peu la conclusion de l'année dernière. Puis aussi, ça pave la voie, ça prépare ce qui s'en vient cette année, en 2026. L'année passée, on parlait beaucoup des questions d'altérité, de rapport. Bien là, c'est ça. C'est un concert qui est construit autour de l'idée de l'être humain dans son rapport à l'environnement, dans son rapport au monde naturel. Donc, Symphonie gaspésienne de Claude Champagne, Scheherazade de Ravel, un très beau cycle pour soprano et orchestre, avec une superbe soprano française, Julie Fuchs, qui donne son premier concert au Canada à cette occasion. 2 chanteuses de gorge inuit. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait très longtemps. Dès mon arrivée, je commençais à réfléchir à ce qu'on pourrait faire, à comment intégrer les chants de gorge inuit dans un projet, dans un concert au festival. Puis c'est la preuve que des fois, ça prend du temps. Parce que c'est déjà mon 8e festival cet été, donc on n'y arrive pas toujours du premier coup. Et là, en fait, le contexte est parfait, si tu veux, parce que les chants de gorge inuit vont... Je ne sais pas si les auditeurs connaissent ce que c'est le chant de gorge. C'est un peu une sorte de dialogue entre 2 chanteuses. Je dis dialogue, mais en fait, c'est quelque chose de très ludique. C'est un jeu, hein? Puis c'est un peu à savoir qui des deux va reprendre. Là, oui, puis qui va... c'est un peu comme je te tiens par la barbichette, à la limite, là, tu sais, c'est une métaphore un peu, mais... Et évidemment, c'est des traditions très anciennes, ancestrales. Puis le Sacre du printemps, bien, ça parle de ça aussi. Stravinsky s'inspirait de l'idée, justement, des célébrations païennes, vraiment, mais ancestrales, tu sais, millénaires. Donc, je trouve que d'avoir vraiment ces 2 éléments-là ensemble, Stravinsky, évidemment, qui pense plus à sa Russie natale, à ces grands espaces-là. Puis les chanteuses de gorge en même temps qui nous racontent un peu, à travers leur chant, l'histoire du territoire, de notre grand territoire québécois, canadien. Je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est vraiment très beau. Excuse-moi. Non, pas de souci. OK. Bon, on continue. Le dimanche, Ben... bon, oui, le dimanche, tu as toujours quelque chose de particulier l'après-midi? Bien sûr, mais en fait, cette année aussi, c'est une fin de semaine d'ouverture un peu particulière, au fond, entre la place Bourget, le concert à l'amphithéâtre, et le dimanche 5 juillet, c'est la journée porte ouverte. Ah, OK. C'est un événement qui, historiquement, avait lieu un peu plus tard dans la saison. Hein? Puis là, bon, l'opportunité s'est présentée de le faire comme ça dès le début, dès l'ouverture de la saison. C'est vraiment quelque chose qui est plus pensé pour les familles, pour les enfants plus jeunes. Donc, au cours de la journée, il y a toutes sortes d'événements ici, des ateliers, il y a de la musique, évidemment, et puis il y a un film aussi, il y a la diffusion de Fantasia en soirée, mais la version originale de 1940. Et je peux te dire que je vais m'assurer de ne pas rater ça. C'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. C'est qui avait composé? Oh, c'est pas Stravinsky, non? Je ne vais pas me tromper. Non, en fait, à l'origine, le chef d'orchestre, c'est Léopold Stokowski, mais qui était aussi un grand interprète de Stravinsky. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a peut-être toujours associé un petit peu à ça. Exactement. Ouais. Ah, mais c'est très bien.